Donc, bienvenue aux participants là qui nous ont rejoints il y a encore quelques instants. Je vois qu'il y a une personne de plus qui nous a rejoint. Donc, l'idée, c'est de vous présenter juste très rapidement votre secteur d'activité, votre lieu d'habitation. Je vois notamment Aziza, Laure, Anna qui vient de se connecter. Bienvenue. Parfait, ok. Donc, une création d'un food truck végétalien. Alors Alice, je ne sais pas si ce genre d'activité concerne le financement participatif. Est-ce que c'est un genre d'activité que vous voyez justement récemment? Enfin, couramment Absolument. plutôt? Absolument, je viens de me permettre d'écrire que c'était Ah bah parfait pour du parfait. financement participatif. Ok. Euh, Ça fonctionne super bien parce qu'on est complètement sur un projet plaisir, donc sur lequel il va être relativement facile d'imaginer des contreparties qui sont en fait les récompenses qu'on remet aux personnes en échange de leur soutien financier. On a eu pas mal de campagnes pour des food trucks sur la plateforme, donc c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Et si je remonte un petit peu plus haut, le projet de Monsieur Hossant, un chantier médiéval. Alors attendez, chantier médiéval ouvert au public. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a eu également un projet très très proche qui a super bien fonctionné en Bretagne. C'était un projet plus autour de refaire vivre les Celtes, si je dis pas de bêtises, et ça avait très bien marché. Donc dans l'idée, pas de souci aussi. On est sur un projet loisir, plaisir, ça marche très bien. Si je remonte un petit peu, si j'en ai loupé. Bordeaux, dans l'IT, la plateforme web B2B. Alors du coup, ça pourrait fonctionner, mais il faudrait que j'en sache un petit peu plus. Donc peut-être on verra un peu plus tard, plus dans les détails. Voilà, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Super. Exactement. De toute façon, je pense qu'on va attendre au moins peut-être 35 pour démarrer. Oui, 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 effectivement. Pour les personnes donc qui se sont connectées entre-temps, bonjour à tous et bienvenue. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez mal ou si vous nous entendez pas très bien ou peu. L'idée, c'est de vous présenter très rapidement, vous nous présenter votre lieu d'habitation et votre secteur d'activité pour vous connaître davantage et articuler la présentation également en fonction de vos secteurs d'activité. Donc, n'hésitez pas à réagir sur le petit chat en bas. Par rapport à l'ouverture du bar à chat solidaire sur Nancy, je rebondissais juste en disant que c'est aussi un projet tout à fait éligible parce qu'il y a toujours cette notion de plaisir et donc du coup ça veut dire que ça va être facile d'imaginer des contreparties. Et puis je rebondissais sur le fait qu'on a un projet de supermarché coopératif à Nancy en ce moment, donc en plus je pense que voilà, il y a une dynamique. Le food truck de crêperie, je pense que ça doit être une crêperie. Euh, Complètement éligible aussi. On a déjà fait plusieurs campagnes de financement participatif là-dessus. Donc, c'est des choses sur lesquelles, pareil, ça va être facile de donner envie aux gens de choisir des contreparties. Le projet de pâtisserie sans gluten, absolument parfait aussi. En plus, avec un nom de famille pareil, c'est parfait. Vendeur. Tout me paraît logique. Donc voilà, non, on n'est que sur des projets pile poil dans les clous. Enfin, en tout cas, qui peuvent très très bien fonctionner sur du financement participatif. Donc j'espère que ça va vous donner envie et puis surtout que je vais répondre aux questions que vous vous posez. Top, parfait, merci beaucoup Alice. Et puis du coup, il y a Emmanuel qui vient de nous rejoindre. Bonjour, et qui visiblement veut se lancer dans une activité de charpentier. Est-ce que ce Ok. genre d'activité Alors, est également éligible? Alors, pour le côté charpentier, en fait, il faudrait voir un peu plus en détail parce que les points souvent de départ, c'est la première question à se poser, c'est est-ce qu'il va être possible d'imaginer entre 5 et 8 contreparties à remettre aux personnes qui vont vous soutenir financièrement. Donc là-dessus, du coup, charpentier, il faut qu'on arrive à imaginer comment est-ce qu'on peut donner envie aux gens de choisir des contreparties. Donc je pense que c'est possible parce que on a déjà fait un projet qui était plus autour de serres pour les particuliers et on avait trouvé un moyen qui comme ça ressemble plutôt à quelque chose moins plaisir entre guillemets, mais on avait trouvé un moyen de faire des contreparties. Donc là, c'est plus que ça vaudrait le coup d'échanger avec un coach de notre plateforme pour voir plus en détail. Je vois crêperie et pâtisserie bretonne ainsi que halal, ça fonctionne très bien aussi. Il n'y a pas de souci, l'alimentaire.
Le projet serait de mettre en location un espace pour des événements privés. Alors si, ça pourrait fonctionner, anniversaire, mariage, etc. Ça pourrait fonctionner. Ce qui est un peu plus compliqué, je dois dire, c'est que souvent les contreparties, c'est facile quand elles correspondent à une consommation régulière. Or là, on est vraiment sur quelque chose de très événementiel et qui a lieu une fois par an ou une fois dans une vie pour un mariage. Donc ça va être un peu plus difficile si vous prenez 100 personnes au hasard de faire en sorte que vous leur donniez envie de participer. Parce que même si elles vont trouver votre projet super, si elles n'ont pas sous le coude une copine qui se marie ou une bonne raison de le faire. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que l'alimentation, c'est hyper facile. Parce que dans le côté alimentation, de toute façon, enfin, on se nourrit tous. Donc, si c'est pour participer et puis avoir une crêpe ou une pâtisserie sans gluten, c'est toujours, enfin, c'est, comment dire, c'est vraiment de la consommation régulière ou d'impulsion. Là où c'est un peu plus difficile, c'est sur des projets où, a priori, les personnes n'avaient pas projeté de faire cette dépense. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à leur donner envie, etc. Juste, Voilà. excuse-moi Alice, avant peut-être de passer aux autres projets, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc on a commencé il y a quelques petites minutes, on n'a pas encore entamé la présentation. On cherche juste à faire un mini tour de salle en quelque sorte. Enfin, si vous pouvez simplement présenter votre secteur d'activité, votre lieu d'habitation pour essayer d'articuler justement au mieux la présentation qu'on va vous faire sur le financement participatif. Et là, donc, Alice, notre partenaire de Tudigo, fait un premier point justement avec chacun d'entre vous sur les projets qui sont ou non éligibles et donne déjà deux, trois petits conseils très intéressants en tout cas. Donc, fallait pas arriver en retard. Ah mince! Non, non, une minute de retard, ça c'est pas, c'est vache de notre part. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, tout ça, ça va être redit avec les diapositives. Ne vous inquiétez surtout pas. J'ai vu passer un projet d'objet de décoration pour les fêtes religieuses. Là, je pense aussi qu'on peut imaginer une campagne. Après, on est plus là aussi sur quelque chose d'un peu plus exceptionnel en termes d'achat, mais en même temps, moi, je pense que ça peut tout à fait fonctionner. Donc ça, on peut s'en reparler. Après, vous allez voir euh, comment dire, selon la propension des gens à participer à votre campagne, on va aussi vous aider à calibrer un objectif de collecte qui soit en ligne avec la portée justement de votre projet. Je prends un exemple, mais on a fait une campagne pour une femme qui était hypnotiseuse, sophrologue, et donc il y a des gens qui adhèrent vachement et qui suivent. Il y a beaucoup de personnes qui sont absolument pas intéressées. Donc là-dessus, on savait qu'on n'allait pas réussir à toucher 100% des gens, donc on a fait un objectif qu'on a volontairement fait beaucoup plus accessible, plus bas. Voilà. Parfait. Alors super, bah, bonjour et bienvenue aux nouveaux. Alors par rapport aux trois nouveaux projets dont on nous parle, consultante en communication par la valorisation de l'image, là il faudrait qu'on voit plus en détail parce que ça m'a l'air d'être plus B2B. Donc on- il faudrait qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut proposer des contreparties à des personnes qui soient des particuliers. Donc ça, ce serait peut-être le point d'attention. Proposer en ligne des articles de loisirs créatifs, ça c'est tout à fait éligible. Un projet de numérisation 3D d'un ouvrage patrimonial, ça me paraît tout à fait éligible aussi. On a fait un projet pour dans une église dans le nord ou dans une vieille abbaye où justement l'idée c'était de revoir comment c'était avant. Alors j'espère que je dis pas de bêtises sur ce que vous avez écrit, mais ça avait l'air d'y ressembler. Des outils numériques et pédagogiques. Ah oui, donc tout ça, ça va Ah non, ça c'est avec le domaine de l'urbanisme. C'est ça. Alors ça, il faudrait voir, ça pourrait... Ah zut, vous m'entendez mal? Non, moi je t'entends. Ouais, tu m'entends? Madame Dolci qui nous entend mal, j'ai l'impression. Alors, je vais réagir peut-être par le chat directement. Donc, Ouais, tu peux poursuivre si je tu veux. continue? Ouais. Ok, super. Alors du coup, pardon, j'en étais dans le domaine de l'urbanisme. S'il y a des choses pédagogiques, ça peut tout à fait fonctionner parce que justement, on peut proposer des contreparties aux parents et voir dans quelle mesure on peut intéresser les enfants par rapport au sujet. Le projet de conserverie de légumes, alors ça,
100% éligible, complètement alimentation. Et donc, du coup, on a fait pas mal de choses dans ce style qui ont toujours très bien fonctionné. Développement personnel et bien-être, on a eu aussi beaucoup de projets, beaucoup de campagnes réussies là-dessus sur ce thème. Donc ça, il n'y a aucun souci. Crêpes avec cuisine de terroir. Alors, encore mieux. Pour l'info, nous, on est une plateforme, on fait du financement participatif de proximité. Ce que ça veut dire, c'est que ce qui nous plaît, c'est que ce soit des projets des territoires et plus il y a de plus on arrive à être vraiment proche justement de ce côté terroir, plus ça nous plaît. Disons qu'on va être, on finance pas par exemple un projet de création de t-shirts fabriqués en Chine, enfin où il n'y a pas du tout de valeur ajoutée par rapport au territoire français. On s'en reparlera, mais nous notre but c'est de favoriser le lien social en France, donc une crêperie évidemment c'est un nouveau lieu pour les gens pour aller dîner, vous allez les rencontrer, c'est génial, et en plus ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité. Donc c'est vraiment ça notre point de départ. Je remonte pour ne pas me faire... donc ça, cuisine de terroir, super. Projet pédagogique sur Lyon, j'en sais pas beaucoup, mais ça me paraît tout à fait intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut vous envoyer un lien avec un modèle de l'outil? Bah écoutez, moi ce que je vous propose, je pense, c'est qu'à la fin, je vais vous laisser mon email. Et ce qu'on fera, c'est que je vous mettrai en contact, soit ce sera avec moi directement, soit avec un coach Tudigo qui sont beaucoup plus calés que moi sur la réussite des campagnes. Donc il y a Hugo, Fanny, alors deux Hugo, et puis Sophie également. Et eux, pour le coup, ils vont vraiment pouvoir regarder votre dossier dans les détails. Un jeu de piste pour visiter une ville autrement. Alors ça, j'adore et on en a fait on a fait un super projet comme ça dans le Gers qui a très bien fonctionné. Pour information, on est sur toute la France, donc voilà. Journaliste, un city guide graphique génial à l'échelle du département. Ça me plaît beaucoup aussi parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très territorialisé. Donc nous, plus l'impact il est local, plus c'est en phase avec nos valeurs entre guillemets. Voilà, je crois qu'on a. J'espère que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelques personnes, vous pouvez vous manifester. Je pense que déjà c'est très bien et du coup merci pour cette première mini-intervention Alice et tous ces éléments du coup qui nous permettent de mieux comprendre à quel point les projets peuvent être enfin, aussi riches et variés peuvent être éligibles finalement au financement participatif. C'est des questions en tout cas qui reviennent beaucoup auprès parmi les personnes qui sollicitent l'ADI. Donc on va pouvoir démarrer effectivement la webconférence, ça nous permettra de faire une bonne transition. Donc l'objectif aujourd'hui de cette webconférence qui est animée par Ladi et donc Tudigo, par Alice, donc nous permet de revenir sur la manière de définir des outils pour pouvoir réussir aujourd'hui sa campagne de financement participatif. Donc, je vais commencer par deux, trois minutes de présentation sur l'ADI et ensuite, vous verrez, ce sera très axé sur le financement participatif. Donc, vous ne vous en faites pas. Donc, pour vous présenter un petit peu ce que fait l'ADI, l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. On intervient depuis maintenant 26 ans dans le financement, l'accompagnement et l'assurance auprès des activités professionnelles pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire et qui souhaiteraient créer ou développer leur entreprise. Donc l'ADI intervient un peu partout en France, dans les dom-toms également, donc dans les outre-mer, à travers près de 500 points d'accueil. Donc on a des antennes, 120 antennes à peu près en France, et près de 380 permanences. Donc vous pourrez trouver autour de chez vous un conseiller qui pourra vous recevoir très facilement et étudier une demande de financement. Donc en termes de services aujourd'hui, donc on les distingue de trois cas. On a des microcrédits. Donc l'ADI c'est vraiment le microcrédit pour des activités qui sont plutôt modestes en quelque sorte, puisque les besoins de financement s'élèvent maximum à 10 000 euros sur des budgets oui effectivement sur les projets pardon dont les budgets ne dépassent pas les 20 000 euros. Donc effectivement, nous on propose des microcrédits qui vont jusqu'à 10 000 euros pour financer tout type de besoins et tout statut juridique. Et on a la possibilité d'avoir un accès facilité à des prêts d'honneur. Donc les prêts d'honneur, ce sont des prêts à 0%, sans engagement, donc sans caution, qui permet aux créateurs d'entreprises d'avoir des fonds propres plus importants pour pouvoir créer et développer son entreprise.
Dans un second temps, donc, nous, on propose également un accompagnement après le financement, qui est donc gratuit et offert, sur tout type de besoins, que ce soit sur les questions juridiques, les questions de cotisation sociale ou la manière dont vous pourrez gérer votre activité, gérer votre comptabilité. Donc, cet accompagnement, il est principalement réalisé par des bénévoles. L'ADI compte à peu près 1300 bénévoles sur toute la France. Et donc, c'est ces personnes qui sont bénévoles qui vont vous accompagner au quotidien sur le développement de votre activité et vous challenger presque au quotidien sur votre besoin de développement au niveau de votre activité. Ensuite, dans un troisième temps, on a aussi développé une série d'offres de micro-assurance en partenariat avec AXA et la Massif qui permettent d'assurer votre activité professionnelle sur différentes offres, que ce soit de la responsabilité civile professionnelle qui couvre donc tous les dommages que vous allez causer à des tiers, sur des offres d'assurance également pour pouvoir assurer votre local ou bien pour pouvoir assurer votre stock. Donc voilà en ce qui concerne l'ADI. À l'ADI, nous, on a entamé une réflexion il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans de ça, sur le financement participatif. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle finalement on a sollicité Tudigo pour qu'il puisse présenter une campagne, enfin une webconférence pardon, sur le financement participatif. Et donc on a développé aussi un partenariat au niveau national avec Tudigo qui propose donc différentes solutions et notamment un coaching sur la stratégie commerciale de communication pardon et différents volets que vous allez voir par la suite. On a également un partenaire régional, principalement en Aquitaine, qui est j'adopteunprojet.com, qui est donc également une plateforme de financement participatif. Et vous pourrez en savoir plus en allant sur le site j'adopteunprojet.com. Ils ont une page Facebook et également un compte Twitter. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne l'ADI, je vais laisser la parole à Alice qui vous en dira davantage sur le financement participatif et qui vous donnera des outils très intéressants. Super. Parfait. Bah, écoutez, j'enchaîne. J'ai un petit écho, mais j'espère que vous, non. Moi, ça va en tout cas. Euh, Ça va, super. Alors, l'idée de la présentation, c'est, bah, on va avoir à peu près un peu moins d'une heure. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de vous informer sur qu'est-ce que le financement participatif. Ah oui, il y en a qui ont un écho aussi. Je sais pas Alors, je trop vais ce que je couper peux faire. mon micro. Ah oui, je pense que c'est ça. Ah voilà, est-ce que là c'est mieux? Moi, j'ai plus d'écho. Ouais, ça m'a l'air mieux. Bon, moi, en tout cas, c'est bien. Ok, super. Vous me dites si ça va pas. Parfait, génial. Alors, donc du coup, l'idée, c'est de vous dire rapidement qu'est-ce que le financement participatif. Je vais me concentrer sur les diapos aussi. Je te laisse me couper s'il y a des questions qui arrivent vers le bas. Ok, super. Donc voilà. D'abord, on va commencer par un peu de culture générale, entre guillemets, pour vous réexpliquer bien d'où ça vient, le financement participatif, depuis combien de temps ça existe. Donc déjà, le crowdfunding, parce que vous avez déjà dû entendre le mot comme ça, donc le crowd, c'est la foule, et funding, le financement. Donc le financement par la foule, c'est bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? En fait, le financement par la foule, financement participatif, c'est un financement qui existe depuis très longtemps. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais la Statue de la Liberté en 1875, c'était déjà un financement participatif qui avait permis de financer son socle. En France, le projet qui a vraiment fait connaître le crowdfunding, c'est l'album de musique du chanteur Grégoire. Donc, c'était 2008, ça fait à peu près 10 ans. C'était par une plateforme à l'époque qui s'appelait My Major Company, qui aujourd'hui n'existe plus. Et donc, jusqu'à peu à peu, entre 2008 et aujourd'hui, ça s'est doucement démocratisé. Donc, au départ, c'était beaucoup pour des projets culturels ou artistiques. Et en fait, c'est plutôt plus récemment, donc nous, ça fait 5 ans qu'on existe, que le financement participatif s'est ouvert à tout type d'entreprise. Et donc, tous les projets que vous avez pu nous raconter juste au-dessus sont tout à fait des projets éligibles, alors que c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était vraiment lié au projet culturel. Pour la petite info, le financement participatif tel qu'on le connaît, il est né de la crise de l'industrie du disque. Donc c'est parce qu'on n'arrivait plus à faire financer des disques de musique que bah, les artistes ont commencé à se dire on va s'adresser directement aux gens qui aiment notre chanson.
Voilà. Et donc, du coup, ce que vous pouvez voir, c'est que d'année en année, finalement, on est tombé sur des projets tels que le dernier, la biscuiterie Jeannette. On était sur un projet, une entreprise qui était en liquidation judiciaire, qui existait depuis plus de 150 ans, et du coup, qui a été relancée grâce aux habitants de la Normandie, les Normands, qui se sont mobilisés pour sauver la biscuiterie Jeannette. Euh, alors, le financement participatif, si on veut essayer de le définir, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un outil de collecte de fonds qui est opéré par une plateforme web. Donc ça, c'est le truc à retenir. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que contributeur, en fait, il va permettre de financer collectivement, donc à plein de contributeurs ensemble, directement et de manière traçable, des projets identifiés. Et c'est vraiment ça que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire qu'on peut aller sur une plateforme, regarder les projets, dérouler les pages projets, etc. Et à un moment se dire, bah, c'est précisément à ce porteur de projet-là que je veux donner mon soutien. Alors quand on soutient un projet, on le fait en échange de quelque chose. Beaucoup de gens pensent que le financement participatif est de la simple philanthropie, l'envie d'aider les gens, de la presque solidarité, générosité. Il y a un peu de ça, parce qu'il y a un peu quand même d'ouverture vers les autres et de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe et à quoi je peux contribuer. Mais en revanche, il faut quand même que vous, en tant que porteur de projet, vous puissiez remercier vos contributeurs. Donc pour ça, il y a trois façons de les remercier. La première façon, c'est de faire le don contre don. Donc là, c'est probablement la plus classique et peut-être, je pense, si vous avez déjà participé à des campagnes telles que vous avez rencontrées, en fait, vous donnez 5, 10, 20, 50 euros sur un projet, en échange de quoi vous récupérez des contreparties en nature qui peuvent être des produits ou des services. On va y revenir. Deuxième type, on peut également envisager l'investissement participatif. Donc là, vous investissez dans un projet et en échange de quoi, vous allez détenir soit des actions de l'entreprise, soit des obligations. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous allez être soit actionnaire de l'entreprise, soit vous détenez des obligations, donc vous serez remboursé par rapport à cet argent-là. Juste pour information, sur ce deuxième type d'investissement participatif, on est sur des montants moyens de collecte plutôt importants, au-delà de 50 000 euros pour la plupart du temps. Dos contre dos, on est plutôt aux alentours de 4-6 000 euros en moyenne, même si on peut aller beaucoup plus loin. Enfin, le prêt, donc là c'est finalement assez proche d'une banque, c'est que vous allez proposer au grand public de financer votre projet, donc ils vont vous prêter de l'argent et vous allez leur rembourser des intérêts à fréquence régulière et la somme restant due à la fin. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc du coup, financement participatif, en gros ce qu'on fait, c'est qu'on propose à une multitude de personnes de financer notre projet, soit on leur remet des contreparties, soit des parts de l'entreprise ou des obligations, ou soit c'est comme finalement comme si c'était la banque. Pour ces trois types de financement participatif, il y a une seule règle qui est très importante, c'est la règle du tout rien. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, quand vous lancez une campagne de financement participatif, et j'espère que ce sera le cas pour tous les projets dont on a pu parler tout à l'heure, ce qui va être très important, ça va être de bien calibrer l'objectif de votre collecte. C'est-à-dire que c'est presque, je dirais, un des éléments clés de la réussite, c'est qu'en fait, il faut vraiment que vous vous mettiez d'accord avec votre coach, si vous le faites sur notre plateforme, donc qui sera quelqu'un qui vous aidera de notre bureau, de choisir ensemble un objectif de collecte qui vous semble atteignable et raisonnable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut impérativement atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé dans la durée fixée pour récolter les fonds. Si jamais vous vous fixez un objectif de 10 000 euros et que le dernier jour de campagne, vous êtes à 8 500 euros, ce qui serait déjà une très très belle campagne, et bien malheureusement, tous les contributeurs sont remboursés, vous ne récupérez rien, et nous, plateforme, nous ne sommes pas rémunérés. Donc, d'une certaine façon, la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça ne vous coûte rien. Une campagne de financement participatif, si elle n'est pas réussie, ne vous coûte rien. Elle vous coûte uniquement si c'est un succès, avec une commission qui est prélevée par la plateforme. Donc ça c'est vraiment important parce que du coup, on a très souvent le cas, et là j'étais à Cherbourg la semaine dernière avec un porteur de projet qui justement me disait, ben, heureusement que mon coach Tudigo m'a aidé à y voir plus clair sur l'objectif parce que lui souhaitait faire 20 000 euros de collecte et finalement c'est avec son coach qu'ils ont réajusté et qu'ils ont finalement baissé l'objectif pour être sûr de l'atteindre et ensuite ils ont travaillé sur un système de paliers. Je vais y revenir mais vous allez voir c'est une façon de vous assurer quand même de pouvoir aller chercher une somme intéressante.
Donc ça, c'est la règle qui est très importante à connaître et donc du coup à laquelle vous serez obligé enfin, vous serez obligé de passer sous cette règle. Pourquoi faire une campagne de financement participatif? À quoi est-ce que ça va vous servir? Alors d'habitude, j'aime bien les faire apparaître les uns après les autres, mais là, vous les voyez tous. Alors essayez de vous concentrer sur ma voix pour ne pas aller lire le bout. Le premier point très important, c'est communiquer. C'est en gros que cette campagne de financement participatif, elle va avant tout vous aider à faire une vraie campagne de communication. J'ai l'impression qu'avec toutes les personnes avec lesquelles on a échangé, on était quasiment uniquement dans des projets de création. Donc du coup, dans vos cas de figure, ce serait une première campagne de communication. Après, nous, sur la plateforme, ça nous arrive aussi d'accompagner des porteurs de projets dans un projet de développement. Donc là, récemment, sur un restaurant, c'était dans le cadre de l'ouverture d'une petite terrasse ombragée. Bon, bah là, du coup, c'était pas du tout la première campagne, mais c'était au cours de la vie du projet, ce qui est aussi possible. Donc finalement, le premier point, c'est vraiment de communiquer sur votre projet. Le deuxième point très important, bien sûr, c'est de se financer. Le financement participatif va vous permettre de constituer ou en tout cas de renforcer vos fonds propres et surtout de démarrer votre activité avec un chiffre d'affaires constaté d'avance. Ça, c'est quand même super confortable. Ça veut dire que vous démarrez et que vous savez que il y a déjà des marchandises qui ont été achetées. Troisième point très important, c'est le point de la communauté. Une campagne de financement participatif, c'est l'occasion rêvée pour se créer une vraie communauté d'ambassadeurs qui en fait vont avoir un rapport presque affectif avec votre projet, enfin ce sera même le cas, et qui du coup vont en parler autour d'eux parce qu'ils ont vraiment envie que votre projet fonctionne. Et le but, c'est que cette communauté, il faut vraiment l'animer pendant toute la vie du projet. J'ai participé à une campagne, moi, il y a 1 an et demi, pour une marque bref, des chaussures. Et donc, du coup, en fait, ce qui était intéressant, c'est que 1 an et demi après, même si la campagne était terminée depuis longtemps, ils ont fait une soirée spéciale contributeur dans laquelle on avait le droit, la veille des soldes, à acheter des produits. Et c'était uniquement ouvert aux personnes qui avaient cru en eux dès le début. Et donc, moi, je trouve que c'est super intéressant de continuer à octroyer un statut particulier aux gens qui vont vous faire confiance sur la campagne. Parce que c'est vrai que souvent, ils nous font confiance, on remet les contreparties, puis fin de l'histoire. Si vous arrivez à maintenir un lien, ça peut vraiment être intéressant et du coup, ce sera des clients fidèles. Quatrième point très intéressant, c'est le point du test marché. La campagne de financement participatif, elle est là aussi pour vous aider à tester votre marché. Elle est là parfois pour permettre de faire levier sur des financeurs. Alors ça pourrait être le cas de l'ADI dans le cadre d'un microcrédit ou d'un prêt bancaire. Mais nous, ça nous est arrivé plusieurs fois que, par exemple, pour un prêt de l'ADI ou un prêt, voilà, pour un microcrédit, en fait, on se dise, allons vérifier que le marché existe et du coup, évidemment, si la campagne est réussie, c'est un excellent critère derrière pour vous octroyer ce microcrédit. Ensuite, il y a 2 points qui sont très importants et qui sont plutôt des points que les porteurs de projets nous remontent eux-mêmes en fait à la suite de campagnes qu'ils ont réalisées quand ils remplissent un petit questionnaire. C'est que le premier truc, ils nous disent vraiment, ça m'a permis de développer mes compétences. En fait, je me rendais pas du tout compte que la communication, c'était aussi important. J'avais une vague idée de ce que je comptais raconter, mais nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est vous aider à raconter votre histoire. Donc vous avez, comment dire, vous avez l'intuition de votre idée sur pourquoi vous voulez faire cette crêperie, etc. Mais le coach, ce qu'il va vous demander, c'est depuis quand cette passion pour les crêpes? Et là, vous allez peut-être dire, depuis que je suis petite, en fait, ma grand-mère, ça c'est intéressant. Et vous en rendez pas forcément compte, mais le coach, il voit exactement quels sont les éléments comme ça qui vont permettre de faire de votre page projet un projet vraiment singulier qui va donner envie aux gens de le lire et donner envie aux gens de vous faire confiance. Donc ça, c'est un point vraiment important. Nous, on vous aide aussi à trouver des sites web sur lesquels vous pouvez trouver des petits pictogrammes, des petits gifs, donc des petites vidéos animées, des trucs franchement vraiment simples parce que moi, je suis pas du tout branchée par tout ça, mais j'arrive à faire, aussi le sait, je lui envoie des mails de temps en temps, à faire des visuels sympas, etc. Et on a vraiment trouvé plein d'outils super simples et je sais que les porteurs de projets, ils apprennent beaucoup grâce à ça. Enfin, dernier point, ça c'est vraiment un plus, mais c'est le côté booster son moral. Une campagne de financement participatif, c'est beaucoup de bonnes énergies, de bonnes ondes, parce que c'est plein de gens qui vous encouragent, qui font tourner l'info, qui vous envoient des petits messages. Et donc tout ça, ça compte, mine de rien, dans le parcours de l'entrepreneur qui est quand même
dans certains cas de figure un peu longs, parfois laborieux, etc. Donc c'est assez sympa aussi d'avoir un truc qui vous booste. Donc voilà, ça c'était les principales vertus du financement participatif. Si on avance un petit peu plus spécifiquement, je vais vous raconter en 2 mots, nous, la plateforme de Tudigo. Déjà, pourquoi est-ce qu'on s'appelle Tudigo? C'est parce que ça vient du dieu chinois qui s'appelle Tudigong, qui est le dieu qui veille sur les villes et les villages. Donc là, comme ça, vous comprenez un peu mieux qui on est. Nous, notre idée, c'est en fait de booster les projets qui apportent un plus à nos territoires. Donc tous les projets dont on a pu parler juste avant, c'est des projets qui viennent embellir la vie des gens qui vivent là où vous allez vous installer. Et tout ça, c'est des projets que nous, on a envie de pousser au maximum. Donc, nos spécificités. Le premier point, c'est qu'on existe depuis 2012. On a fêté nos 5 ans la semaine dernière, ce qui nous a permis de financer beaucoup de projets. Alors, 2013, le premier projet, mais l'entreprise montée fin 2012. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a dépassé les 830 projets. Alors, j'avais pas mis à jour ça, mais donc, ce que ça veut dire, c'est que si demain vous nous appelez, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à chaque fois que vous me parliez d'un projet, que ce soit la crêperie ou le parc médiéval, très souvent, on a déjà financé des choses assez similaires. Et du coup, une des valeurs ajoutées de la plateforme, ça va être de vous aider sur qu'est-ce qui avait marché et qu'est-ce qui n'avait pas marché la fois d'avant pour venir reprendre les contreparties qui avaient marché, vous envoyer les exemples de pages projet, etc. Et ça, je pense que c'est un point super important. Et ensuite, il y a un taux de succès sur la plateforme qui est intéressant. 3 campagnes sur 4 réussissent. Le taux national est sensiblement en dessous. Et comment ça s'explique? C'est la présence des coachs. Je vous en ai parlé, mais ce que vous allez avoir sur notre plateforme, c'est vraiment le fait qu'il y a des personnes qui sont des vraies personnes. Un food truck végétalien, pardon, du coup j'ai lu la question. Je pense que c'est possible qu'on ait déjà eu, mais on regardera ça ensemble. Donc les coachs, leur rôle en fait, c'est de vous accompagner pendant toute la préparation et pendant toute la collecte pour vous aider à réussir votre campagne. Et du coup, le fait qu'on ait ces coachs, c'est ça qui nous permet d'accompagner en fait vraiment tout type de porteurs de projets. Et là où sur des plateformes très culturelles ou artistiques telles que Ulule ou KissKissBankBank, vous allez plus retrouver des porteurs de projets, je dirais plutôt âgés 27-28 ans, parce que très autonomes sur leur campagne. Nous, du coup, on accompagne un spectre de porteurs de projets beaucoup plus large parce que la présence des coachs, en fait, est là justement pour accompagner sur les idées de contrepartie, les idées comment mettre des belles photos, etc. Et donc ça, c'est vraiment un plus. Si vous êtes déjà complètement au point, bah, tant mieux parce que les coachs, ils ont fait des formations en communication, donc ils pourront vous pousser encore beaucoup plus loin. Mais en tout cas, ils peuvent accompagner des gens qui ne seraient pas forcément super à l'aise au démarrage. Et enfin, le troisième point très important, c'est le positionnement de la proximité. Donc sur les autres plateformes, vous allez chercher des gens du monde entier pour votre projet. Nous, notre point de départ, c'est de se dire que les gens qui sont le plus intéressés par votre crêperie ou par le projet de food truck végétalien, c'est surtout les gens qui ne sont pas très loin. Donc du coup, nous, on va vous encourager à aller mobiliser les gens près de chez vous pour soutenir votre projet. Si je continue un petit peu, donc ça, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble le site, mais c'est juste pour vous montrer que la clé d'entrée, c'est de regarder les projets près de chez vous et non pas d'aller les chercher par thématique. Après, évidemment, selon les filtres que vous faites, vous pouvez les retrouver de plein d'autres façons, mais voilà. Alors, les secteurs d'activité les plus représentés. On s'en est parlé tout à l'heure, comme vous pouvez le voir, alimentation, restauration sont très largement en tête. Et ensuite, on retrouve des tas de choses telles que les sports et loisirs, la culture, mode et design, projets citoyens et solidaires, l'agriculture, la beauté et bien-être. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que pour moi, je vous le disais tout à l'heure, mais le dénominateur commun de tous ces secteurs d'activité, c'est vraiment la notion de plaisir. C'est que si vous êtes sur un projet où les gens vont consommer d'une certaine façon en se faisant plaisir, on va vraiment réussir à... Enfin, en tout cas, ça, c'est des voyants verts pour la réussite d'une campagne de financement participatif. Après, comme je vous le disais, on a fait un projet pour des serres pour les particuliers, même si moi j'aime bien le jardinage, mais en soi c'est un peu moins évident que c'est un projet plaisir, et ben on a très bien réussi également la campagne, il n'y avait aucun souci. Du coup, si je continue, comme je vous le disais tout à l'heure, une fausse idée sur le financement participatif, c'est j'ai plus l'âge de faire du financement participatif.
Pas d'âge pour faire du crowdfunding. Nous, sur notre plateforme, la moyenne d'âge des porteurs de projets est de 41 ans et on a eu une doyenne dans le Gers qui avait 80 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les coachs, ils sont justement là pour vous apprendre plein de trucs. Profitez-en et profitez de leur expertise. Si vous savez déjà tout, et ben vous inquiétez pas, ils sauront très bien vous accompagner aussi, mais qui peut le plus peut le moins. Donc, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, si jamais vous estimez que ça va être clé pour vous d'être accompagné et que vous aimeriez bien pouvoir faire ça main dans la main avec quelqu'un, et bien sachez que ce sera le cas. Alors, si on entre un peu plus dans le concret d'une campagne de don contre don, donc plutôt sur la partie avec les contreparties, parce qu'on s'était dit avec Ossine que c'était probablement ce qui vous intéresserait pour la majorité d'entre vous, on va regarder un petit peu dans le détail. Le premier point, c'est quelles sont les étapes clés entre le moment où vous déposez votre projet et le moment où vous récupérez les fonds. Déjà, à retenir, vous pouvez retenir qu'il va s'écouler entre 2 à 3 mois, a priori, entre le moment où vous déposez votre projet et le moment où vous récoltez les fonds sur votre compte. Peut-être ça vous paraît, alors si ça vous paraît long, vous pouvez faire plus court. Ça nous est déjà arrivé de voir des personnes qui déposaient leur projet le vendredi. Le samedi, ils planchent sur une page projet. Le lundi, c'est quasiment bon. Et le vendredi d'après, c'est en ligne. Et puis pour peu qu'ils fassent une campagne courte, il n'y a pas de souci. Mais en moyenne, c'est un peu ça. Évidemment, si jamais vous avez besoin de prendre votre temps et qu'il faut plus de temps que ça, il n'y a aucun souci. On a des campagnes qui sont sorties, qui sont sorties là à la rentrée. Ils avaient déposé leur projet il y a un an. Donc ça, c'est des gens qui le déposent parce qu'à un moment, on se rencontre et ils sont emballés, mais que finalement, c'est peut-être pas le moment, ils n'ont pas trouvé le local, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Sachez que nous, à aucun moment, on ne va vous presser sur le fait de lancer votre campagne. On y va au même rythme que vous et surtout, notre but, c'est que vous lancez votre campagne quand vous êtes prêt. Parce que si vous n'êtes pas disposé à y passer du temps, etc., il vaut mieux qu'on se dise qu'on le fait à un autre moment. Alors, donc du coup, vous déposez votre projet, ça vous prend environ 2 minutes. Pour le faire, c'est donc du coup sur notre plateforme tudigo.co, on regardera et vous verrez, on va vous poser quelques questions vraiment sommaires. Ça va vous changer de ce qu'on vous demande habituellement pour, j'imagine, plus pour le côté plan de financement. Parce que là, on ne va pas du tout vous demander un business model, etc. On va vous demander votre nom, votre prénom, votre mail, votre numéro de téléphone, le nom de votre projet. Rien de tout ça n'est définitif, donc ne vous inquiétez pas, vous écrivez crêperie à ce stade. Et ensuite, on va vous demander 2 phrases sur votre projet. Et on va vous demander également quand est-ce que vous comptez lancer votre campagne et si vous avez déjà une idée du montant que vous aimeriez collecter. Ensuite, il y a 2 questions qui sont non obligatoires, mais c'est avez-vous déjà des idées de contrepartie et des idées pour faire connaître votre campagne. Donc, en vrai, c'est très rapide. Une fois que vous avez déposé votre projet, nous, on a au bureau la responsable du pôle projet qui, tous les matins, fait la revue des projets déposés la veille. Et du coup, pour les projets qui lui semblent éligibles, sachant que le critère principal sur le don contre don, c'est est-il possible d'imaginer des contreparties qui vont donner envie à un maximum de gens. Pour tous les projets éligibles, il y a un email qui vous est envoyé pour vous proposer un rendez-vous téléphonique avec un de nos coachs. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, choisir le créneau qui vous va et vous êtes rappelé par un coach. Ça peut être dès le lendemain. Donc là, vous avez un rendez-vous qui dure à peu près 15 minutes. Le but, c'est que vous puissiez poser vos questions et surtout que vous, comme le coach, et que les deux se mettent d'accord sur le fait que ça va bien fonctionner de faire une campagne ensemble. Peut-être que c'est vous qui allez vous dire finalement ça me paraît trop engageant ou ça prend trop de temps ou j'avais pas imaginé les choses comme ça. Peut-être que c'est le coach qui va dire j'ai l'impression que votre projet il est pas assez mature, faut peut-être qu'on se rappelle, il y aura pas assez de choses à raconter sur la page, etc. Donc le but c'est vraiment un échange en toute bienveillance où vous échangez et puis dans le meilleur des cas vous vous mettez d'accord sur le fait de lancer une campagne. À l'issue de ce rendez-vous, le coach il valide votre projet, c'est-à-dire qu'il vous donne accès à une page pour commencer à préparer un brouillon de page projet et il vous invite à 2 formations collectives en visioconférence pour vous donner un peu les clés d'une belle page projet et d'un bon plan de communication de campagne. Ensuite, en parallèle de ces formations collectives, vous commencez à créer votre page projet et vous allez faire un peu du ping-pong avec votre coach. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre premier bout de page, vous allez pouvoir solliciter son avis. Donc, il va vous dire, écoutez, c'est hyper intéressant, mais je changerai l'ordre des infos, je mettrai plus de photos, je mettrai plus de points d'exclamation, c'est pas assez, ça donne peut-être pas assez envie, vous impliquez pas les gens, bon bref, j'en sais rien. Plein de conseils. Le but, c'est de vous aider à améliorer votre page.
Et ensuite, du coup, il y a souvent deux, trois rendez-vous comme ça pour l'améliorer. Parfois, c'est bon du premier coup. Et ensuite, il va vous aider à préparer un plan d'animation de campagne. Donc, le but, en fait, c'est que le jour où on lance la campagne, vous ayez un plan d'action qui soit déjà défini et que tous les matins, vous soyez en pilote automatique et vous alliez regarder votre liste et que vous n'ayez plus qu'à réaliser les actions que vous aviez prévues pour ce jour-là. Donc, le but, c'est surtout pas que tous les matins, vous vous disiez, oh là là, comment est-ce que je vais animer ma campagne aujourd'hui? Donc tout ça, c'est des choses qu'on crée en amont. Ensuite, pendant tout le déroulement de la campagne, qui dure en moyenne 45 jours, vous avez accès à votre coach, évidemment. Vous faites des points réguliers, vous lui dites si ça démarre pas ou si au contraire ça démarre trop vite, est-ce que finalement je peux changer l'ordre des actions et vous ajustez. À l'issue de la campagne, dans le meilleur des cas, c'est une réussite et donc du coup, on verse les fonds sous 5 à 10 jours. Voilà, j'espère que ça c'est clair pour vous. Du coup, sachez que jusqu'au moment où vous lancez votre campagne, vous n'êtes jamais tenu de réussir, enfin comment dire, vous n'êtes jamais tenu de lancer votre campagne. Donc en fait, vous pouvez préparer votre campagne. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que déposer un projet ne vous engage à rien. C'est simplement un échange avec un coach qui va vous donner son avis par rapport à plus c'est une partie communication. Encore une fois, à aucun moment il va regarder votre business plan, c'est pas du tout ses compétences. Donc son rôle, c'est de vraiment vous aider sur son projet. Alors, le coût d'une campagne en financement participatif, en don contre don, comme je le disais déjà, c'est uniquement au succès. Donc, sachez que si la campagne échoue, cela ne vous coûte absolument rien. En cas de succès uniquement de la campagne, la plateforme se rémunère à hauteur de 5% du montant collecté et Lemonway, qui est le prestataire bancaire, donc la personne qui gère, notre prestataire qui gère les flux financiers sur la plateforme, se rémunère à hauteur de 3%. Ce qui revient à 8%, donc vous récupérez 92% du montant collecté. Et ça, évidemment, le but, c'est que sur votre page projet, ce soit tout à fait transparent. Donc, vous pouvez tout à fait expliquer pourquoi vous recherchez un objectif de X euros, sachant que dedans, vous comprenez les 8% de la commission, par exemple. Ça, vous verrez avec votre coach, mais il n'y a pas de souci. Alors, concrètement, une page projet, comment ça se présente? Là, je vous ai montré un exemple de page projet sur la droite. L'idée, en fait, ça va être de parler de votre projet, puis de l'équipe, puis du besoin financier. Donc, votre projet, il va falloir vous expliquer quel est le projet, quel est le contexte de ce projet. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes vraiment rendu compte que ça manquait de crêperie ou que vous êtes breton d'origine et que vous avez quitté votre région et que vous vous dites, ah bah tiens, c'est dommage, j'aimerais bien faire découvrir ça là où je me suis installée. Enfin, c'est à qu'est-ce qui vous a fait tomber sur le projet que vous portez actuellement et qu'est-ce que votre projet apporte au territoire, aux habitants. Ensuite, c'est les produits et les services proposés et enfin l'avancement du projet. Ce qui est vraiment sympa, c'est de créer une relation de confiance. C'est-à-dire que plus vous pouvez raconter des choses et dire, bah, regardez, hier, les travaux ont commencé, vous prenez des photos des travaux, etc., plus les gens vont se sentir impliqués. Alors encore une fois, là on vous donne une structure type. Après, il faut que vous vous baladiez un peu sur notre plateforme, mais vous allez voir, on a des porteurs de projets super créatifs qui n'ont pas du tout suivi ça à la lettre et ça fonctionne hyper bien. Nous, on fait ça pour aider ceux qui seraient un peu en panne d'inspiration, mais il y a vraiment plein de façons de le faire. Il y a des gens qui le font tout en images, il y a des gens qui... je vous donnerai des exemples de pages projet. Ensuite, vous allez pouvoir enchaîner sur l'équipe. Donc, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faisiez avant, est-ce que c'est dans le cadre d'une reconversion, comment vous connaissez le secteur où vous allez. Là, c'est pas, encore une fois, c'est pas trop le fait de prouver votre légitimité comme si vous étiez chez un financeur. Là, le but, c'est plutôt de dire pourquoi ce projet il fonctionne et depuis combien de temps vous avez l'idée, etc. Qui est votre équipe ou votre association, parce qu'on finance des entreprises mais aussi des associations. On reviendra sur les statuts juridiques tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait eu la question. Donc ensuite, vous allez pouvoir parler de votre équipe, votre association, et surtout, n'hésitez pas là aussi à mentionner des gens qui vous filent des coups de pouce, etc. C'est aussi un moyen de les mettre en valeur et de faire en sorte qu'ils s'approprient votre campagne et qui du coup la partagent, etc. Enfin, vous allez pouvoir parler des personnes ou des structures qui vous accompagnent. Donc, si vous êtes accompagné par l'ADI, c'est complètement le moment de le mettre, puisque ça va vraiment aller dans le sens de crédibiliser votre projet, puisque ça montre que vous n'y allez pas tout seul, que vous vous êtes tourné vers des professionnels, vers des gens qui ont regardé votre projet avec vous, qui ont pris le temps, et du coup, ça donne de la légitimité à votre projet. Enfin, vous allez présenter le besoin financier. Donc, du coup, vous allez expliquer l'objectif de collecte, à quoi va servir l'argent que vous recherchez.
Donc ça, encore une fois, si aujourd'hui c'est pas hyper clair pour vous, vous pouvez tout à fait le voir avec le coach. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ben voilà, pour la crêperie en soi, genre je sais pas s'il y a pour le food truck par exemple, je sais pas si c'est pour financer une partie de l'achat du truck ou si c'est plutôt toute la décoration du truck ou si c'est le fait d'avoir quelques tables autour pour avoir un endroit convivial. Mais le but, en tout cas, c'est d'être très transparent. Si on peut mettre des photos, c'est encore mieux. On avait fait un café des familles à Toulon, la page était super, et il y avait des photos, des coussins super moelleux, et du coup, bah, ça donnait envie de participer parce que on savait qu'on allait pouvoir s'asseoir sur ces fameux coussins. Enfin, vous pouvez détailler les paliers. Donc, s'il y a des paliers, c'est le moment de dire, bah, écoutez, moi, mon objectif premier, c'est 3 000 euros parce que le B.A.B.A., c'est de repeindre les murs. Mais c'est sûr que si on allait jusqu'à 4 000 euros, ça me permettrait de changer le mobilier et d'être sur quelque chose de beaucoup plus sympa. Et puis 5 000, alors là, ce serait le Graal. On pourrait mettre de la végétation, des belles plantes partout, etc. Le but, c'est toujours d'expliquer les choses pour que la personne sache exactement ce à quoi elle contribue. Donc, pour réussir une campagne, la page projet, c'est extrêmement important. Là, vous le voyez, c'est des belles photos, ça donne envie. On va vous aider d'ailleurs hein, sur les photos. Parfois, il faut pouvoir, enfin, il faut vraiment aller trouver des trucs qui donnent envie. Ensuite, il y a un autre truc qui va être très important dans un autre facteur clé de succès pour votre campagne, c'est les contreparties que vous allez proposer. Alors, les contreparties. Le but de ces contreparties, elles sont hyper importantes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elles qu'on va transformer un lecteur en contributeur et c'est grâce à elles qu'on va réussir à augmenter le panier du contributeur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, et là, je vous parle vraiment en tant que porteur de projet, c'est que ce dont vous avez envie, c'est que les gens qui visitent votre page, ils soient vraiment conquis et qu'ils aient plus d'autres solutions que de choisir une des contreparties. Ce qui serait vraiment dommage, c'est qu'ils lisent et qu'ils disent, ah bah ça a l'air top, on verra quand ça ouvrira. Vous avez envie de leur donner envie. Donc du coup, les contreparties, il faut vraiment bien les travailler. Ensuite, il va falloir augmenter le panier du contributeur dans la mesure du possible, c'est-à-dire que c'est important de faire des contreparties sur des montants tels que 30 ou 50 euros qui donnent très envie, parce que c'est sûr que si on travaille très bien la contrepartie à 10 euros et qu'elle est très attractive, le risque c'est d'avoir un panier moyen, enfin que tout le monde se rue sur celle-ci, et donc du coup de potentiellement pas réussir à atteindre son objectif. Pour information, sachez que la contribution moyenne sur notre site, elle est de 50 euros environ. Donc, ça veut dire que quand vous réfléchissez à votre objectif de départ, si vous vous dites, moi, je me vois bien choisir, je ne sais pas moi, par exemple, 5 000 euros comme objectif, et bien 5 000 euros, si je divise par 50, ça voudrait dire qu'il faut que 100 personnes contribuent à ma campagne. Et là, c'est le moment de se dire, bah, est-ce que 100 personnes, ça me paraît faisable dans la mesure où c'est dans une ville ou un village de cette taille, etc. Et là, c'est le moment où le coach va pouvoir vous challenger un peu et voir avec vous si ça peut le faire. Les contreparties, très important, elles peuvent être de 3 types. Et d'ailleurs, je crois que j'ai eu la question, on verra si c'était bien ça, mais les contreparties, elles peuvent être soit marchandes, soit expérientielles, soit symboliques. Et il est très important de faire en sorte qu'il y ait justement des contreparties de ces 3 types et même de bien les mixer. Donc les contreparties marchandes, finalement, c'est des contreparties qui sont assimilées à des préventes. Qu'est-ce que c'est? C'est un repas pour 2 personnes, un soin visage dans le cadre de bien-être, tout à l'heure on voyait, un café, une viennoiserie, un panier de légumes, un ticket de concert. Donc ça, c'est concrètement, c'est le produit que vous vous apprêtez à vendre, bah, vous le vendez en pré-vente, entre guillemets. Donc ça, ces contreparties, elles donnent très envie, mais attention, elles ont un coût de revient. Donc c'est pour ça que c'est important de les mixer avec également des contreparties expérientielles et symboliques. Donc les contreparties expérientielles, ça c'est plus de l'ordre d'un moment partagé entre le porteur de projet, donc vous, et les contributeurs. Ce que vous allez proposer, ça va être un cours de cuisine, un atelier de yoga, une journée découverte à la ferme ou une initiation à la couture par exemple. Enfin, donc celles-ci, elles vont vous coûter du temps. A priori, elles vont vous coûter moins d'argent, mais elles vont vous coûter du temps. Et c'est pour ça que c'est important aussi, parce que votre temps, il est précieux. Donc, vous allez faire attention à les limiter en termes de disponibilité. Si vous proposez un cours de pâtisserie, moi, je vous encourage à en mettre 5 ou 10
mais à faire en sorte que les gens puissent pas en prendre 50 parce qu'après, vous êtes quand même engagé sur un bon nombre de cours, donc ça va vous prendre trop de temps. Mais tout ça, vous inquiétez pas, les coachs, ils vous le rediront. Ensuite, il y a les contreparties symboliques. Alors elles sont également très importantes puisqu'en fait, elles n'ont aucune valeur marchande. La plupart du temps, c'est un grand merci sur ma page Facebook, un grand merci sur le mur des contributeurs dans ma boutique. On avait fait une campagne pour une coopérative laitière, c'était Adopte une brebis. Donc on proposait aux contributeurs de donner leur brebis. Ça avait super bien marché et je crois qu'on avait dans le meilleur des cas une photo de la brebis, mais enfin rien de très coûteux et les gens avaient trouvé ça super amusant. Et donc je vois, peut-on prévoir le coût des contreparties dans la campagne? Absolument. Je reprendrai après les questions, mais tout à fait. Et on peut également faire un crowdfunding à 2 étapes différentes d'un projet. On reviendra là-dessus. Donc voilà, ça c'est les 3 types de contreparties. C'est très important de faire les 3. Je sais d'expérience que c'est très facile pour vous d'imaginer les contreparties marchandes. C'est souvent plus difficile d'imaginer les 2 autres. Donc le rôle du coach, c'est justement de vous dire, bah, la dernière fois sur le food truck qu'on avait fait, on avait imaginé ça et ça. Est-ce que ça vous plairait? Et ça peut tout à fait fonctionner. Du coup, le système des paliers qui est important, dont on parlait tout à l'heure, alors ça, c'était une campagne très sympa que je vous encourage à aller voir. Je vais juste vous noter le nom de la campagne. Ça s'appelait Sabal et c'était des sandales made in France super jolies et la page de campagne est très très sympa. Je vous l'enverrai tout à l'heure si je peux prendre une petite minute pour aller vous chercher le lien. Et ce qu'elle avait fait en fait, c'est que justement à quoi servirait cette collecte? Palier 1, 5 000 euros, génial, je fabrique. Et donc là, elle détaille achat des matériaux, le cuir, les semelles, etc. Palier 2, 8 000 euros, fantastique, je communique. Alors comme vous voyez déjà, ça rime un peu, c'est sympa. Bon, c'est toutes ces choses-là qu'il faut qu'on arrive à faire, mais ça, encore une fois, on peut vous aider. Palier 3, incroyable, je commercialise. Et palier 4, extraordinaire, j'améliore mes outils. Donc l'idée, c'était de se dire, bah, si j'atteins mon palier 1, c'est déjà génial, et d'ailleurs, elle l'écrit, mais après, si j'arrive à monter encore plus haut, bah, c'est extraordinaire. Donc le but, c'est surtout de valider un palier qui est atteignable. Elle pensait vraiment que 5 000 euros, c'était jouable, et de mémoire, elle a au moins dépassé le 3, je me demande si elle a pas atteint le 4. Donc voilà, après, tout était vraiment extrêmement bien travaillé sur sa page, mais encore une fois, c'est top, vous allez pouvoir vous en inspirer. On a franchement un bon nombre de pages. Enfin, après, c'est vraiment une question d'y passer un peu de temps et d'avoir envie de se surpasser. Mais si vous avez envie, je vous assure, il y a des tas de choses vraiment très sympas à faire et à imaginer. Euh, alors du coup, si on résume, les facteurs clés de réussite d'une campagne en financement participatif, c'est un porteur de projet qui soit motivé et impliqué, et ça ne dépend que de vous. Donc j'espère que c'est votre cas, mais je suis sûre que si vous portez un projet et que évidemment vous souhaitez sa réussite, vous êtes tout à fait motivé et impliqué. Deuxième point très important, c'est que l'objectif de collecte soit atteignable et raisonnable, et ça, on va vous aider à le faire. Des contreparties qui soient alléchantes et au juste prix. Ça, c'est important aussi. On a très souvent des porteurs de projets qui nous proposent des stylos pour 100 euros. Des stylos pour 100 euros, ça n'a jamais donné envie à personne. Et il faut vraiment essayer de vous mettre tant que possible dans la peau des contributeurs. Et donc, du coup, de vous dire, bah, est-ce que je contribuerais? Stylo à 100 euros, le coach vous le dira, ça passe pas. Donc, il faut vraiment essayer de faire quelque chose c'est assez, comment dire, c'est assez sensible, mais il faut réussir à faire quelque chose qui donne envie, ou en même temps vous vous y retrouvez parce que les gens, ils ont aussi envie de vous soutenir, donc il y a une petite part de leur contribution qui part plus à un soutien de façon générale, mais en tout cas, il faut que les contreparties donnent envie. Quatrième point très important, que la page projet soit captivante et engageante. Ça, on l'a vu et on a plein d'outils pour vous aider. Et enfin, une communication multicanale et dynamique. Ça, c'est très important. Très souvent, les gens pensent que une fois qu'on a une belle page projet et des belles contreparties, c'est bon, on se pose et la plateforme va faire le job. Les gens vont se ruer sur la campagne et participer. Alors non, il faut quand même communiquer sur la campagne, il faut emmener les gens venir voir le projet et leur donner envie et de venir se renseigner et contribuer. Donc c'est pour ça que la page projet et les contreparties, elles sont là pour transformer le lecteur en contributeur, mais le plan de communication autour de la campagne, il est là pour transformer une personne qui ne vous connaisse pas en un lecteur de votre projet.
Donc, il y a vraiment deux étapes très importantes à ne pas sauter. Les contreparties peuvent évidemment être échelonnées en fonction du don. Le but, c'est de faire entre 5 et 8 contreparties qui vont s'échelonner de 5, 10, 20, 35, 50 euros, 75, 100, 250 par exemple. Ça dépend vraiment des campagnes. Il y en a qui proposent des contreparties à 500, ça dépend. Mais le but, c'est qu'il y en ait entre 5 et 8 pour les petits porte-monnaies, pour les gros porte-monnaies, pour les gens qui ont juste envie de… Il faut vraiment penser à tous les types de motivation des gens et tous les porte-monnaies. Alors, une fois que vous avez super page projet, ses contreparties, etc., que vous êtes super motivé, ce qui va être très important, c'est comment je communique autour de mon projet et comment je fais en sorte que les gens sachent que je fais une campagne de financement participatif. Alors pour ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle la théorie des 3 cercles. En financement participatif, aucune campagne ne peut réussir si on n'a pas les proches au départ qui financent le projet. Donc, qui financent, pardon, qui amorcent la campagne. Ce que ça veut dire, je vais vous prendre une comparaison très simple qui est celle d'un restaurant. Si par exemple je vais à Nancy, justement on parlait de Nancy tout à l'heure, je connais pas du tout moi Nancy, et si ce soir je vais à Nancy et que je cherche à dîner dans un restaurant, je vais naturellement me tourner vers les restaurants qui sont pleins, dans lesquels il y a déjà du monde. Et en fait, je vais plutôt fuir les restaurants dans lesquels il n'y a personne, où toutes les tables sont vides, etc. Le financement participatif, c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens qui viennent sur la plateforme, ils ont envie d'aller cliquer sur les projets qui ont des jauges déjà un petit peu avancées. Des projets qui sont à 0 contributeur, 0 euros, 0%, malheureusement, ça ne donne pas du tout envie aux gens qui ne vous connaissent pas parce que c'est plutôt signe de méfiance. Donc c'est pour ça qu'on a absolument besoin des proches. Et là, moi j'ai un ami qui a monté un truc de fast-food à Paris. Et bah du coup, une fois par semaine, on y va, on s'assoit pour faire venir les gens parce que s'il n'y a pas des gens assis, les gens ne viennent pas s'arrêter et se disent bah écoute, s'il n'y a personne, c'est que ça vaut pas le coup. Donc le financement participatif, c'est la même chose. Il faut vraiment que vos proches, dès le début, soient là pour amorcer votre campagne. Une fois que les proches ont amorcé leur campagne, vous allez pouvoir faire appel à vos… Alors, quand je parle des proches, je parle de amis proches et famille. Ensuite, vous allez pouvoir faire appel à vos connaissances. Donc là, on est sur quelque chose de plus éloigné. Les connaissances, c'est plutôt vos amis plus éloignés, vos anciens collègues dans le cadre d'une reconversion. Ça peut être des gens avec qui vous faites des loisirs, de l'escalade ou de la course ou des choses comme ça. Et donc, c'est des gens à qui vous allez pouvoir parler de votre projet. Et comme ils vous connaissent un peu moins, mais quand ils vont aller voir le projet, ils vont voir qu'il y a déjà des contributeurs et que la page est top et tout, bah, du coup, ils vont participer. Et ensuite, dans un dernier temps, vous allez aller chercher le grand public. Le grand public, il ne vous connaît pas et donc du coup, il a besoin d'être rassuré. Et pour être rassuré, bah, il faut que des gens aient déjà participé. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très important de le faire dans cet ordre-là et que on a eu plusieurs fois des porteurs de projets qui souhaitaient envoyer des communiqués de presse le jour du lancement de la campagne. C'est pas du tout quelque chose à faire puisque évidemment le jour du lancement de la campagne, on va se tourner vers des gens qui vous connaissent et vont aller contribuer les premiers. La presse, on a envie de leur faire savoir qu'on fait une campagne quand on est déjà à 40 ou 50% de la collecte pour que le sujet intéresse le journaliste. Donc ça, c'est très important. Sachez par rapport à ce point sur la presse que la presse, et notamment la presse quotidienne régionale, est super friande de projets en financement participatif et surtout de projets, je dirais, d'économie réelle, donc plutôt de vos projets. C'est-à-dire que autant pour tout ce qui est start-up, album de musique, bon, on en a vu des tonnes, mais pour une crêperie, pour un food truck, pour eux, c'est vraiment une autre façon. Enfin, très souvent, les titres, c'est une crêperie qui propose à ses habitants de faire partie de l'aventure ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est une information qui est super positive, qui est super concernante pour les lecteurs et donc du coup qui marche bien. Et moi, je vous encourage à 100% lorsque vous aurez lancé votre campagne et que vous serez au moment où votre coach vous dira eh ben go, à travailler sur un petit communiqué de presse. Alors nous, on vous envoie des exemples, on vous envoie aussi des exemples de mails pour les proches, pour les connaissances, on vous envoie des exemples de communiqués de presse. Donc tout ça, à chaque fois, évidemment, c'est jamais à copier-coller parce qu'il faut qu'on y sente votre patte et votre projet, mais c'est quand même des choses dont vous pouvez largement vous inspirer. Et donc, je vous encourage vraiment à solliciter le grand public. Alors après, autre exemple, on a fait un projet de dernière épicerie du village dans la région centre. Et là, la porteuse de projet, elle a sollicité la mairie.
Elle lui a parlé de son projet et la mairie lui a imprimé des flyers qu'elle a mis dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Donc après, il faut aussi réfléchir à votre projet. Moi, je suis sûre qu'il apporte beaucoup au territoire. Qui sont les personnes qui pourraient être intéressées par la réussite de votre projet? Et auquel cas, eh ben surtout, faut pas hésiter à les solliciter. Après, vous allez le voir, vos coachs, ils le disent, il y a façon et façon de solliciter les gens. Donc, c'est pas de leur dire, je vous en supplie, pitié, aidez-moi. C'est juste de dire, mais j'ai un super projet, ça va vraiment apporter du renouveau ou en tout cas un truc super positif dans le quartier, dans la ville, dans le village. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il soit connu du plus grand nombre? Euh, Par rapport à ça, on a eu plein de projets qui ont eu des super retombées. Et alors, autre chose que je peux vous communiquer tout à l'heure, c'est il y a 10 jours maintenant, on a eu un reportage sur TF1 pour un de nos projets, une boucherie qu'on a financée à Barcelone du Gers, dans le Gers. Et je pourrais vous envoyer le reportage parce qu'en 1 minute, vous voyez les contributeurs qui expliquent pourquoi ils ont contribué. Le reportage est tourné dans la boucherie, puis après, vous voyez nos locaux. Mais c'est surtout pour le côté boucherie parce que la personne explique pourquoi elle a fait appel au financement participatif et pourquoi les gens ont contribué. Donc, je vous enverrai ça, ça dure 1 minute et je pense que ça pourra peut-être vous permettre de mieux visualiser. Donc, si je continue, j'ai encore un petit peu de temps, mais de toute façon, on y est presque. Des petites astuces pour la réussite de vos campagnes, et c'est là que les coachs, ils ont vraiment leur importance. Là, je vous l'ai dit, mais c'en est que deux par rapport à la multitude de choses qu'ils vous diront. Une première astuce pour définir votre objectif de campagne, en fait, je vous l'ai déjà dit, c'est que la contribution moyenne est de 50 euros. Donc, ce que vous devez faire, c'est que quand vous réfléchissez à votre objectif, si vous imaginez 2 000, 4 000, 6 000 ou 10 000 euros, divisez-le par 50 et voyez si, en termes de contributeurs, c'est quelque chose qui peut se faire. Ensuite, vous pouvez commencer à réfléchir à votre réseau proche, votre réseau de connaissances et le grand public, et essayer sur un document Word ou sur une feuille, de lister ces personnes. Et vous allez voir que, a priori, ça va quand même vous permettre souvent de prendre conscience déjà que souvent des objectifs comme 20 000 euros, c'est quand même très ambitieux. Donc souvent, ça va vous permettre de revenir sur quelque chose a priori de plus atteignable. Et puis après, de toute façon, vous réfléchirez à ça avec votre coach, donc il n'y a pas d'inquiétude. Une petite astuce pour choisir sa date de lancement. En fait, on a toujours des porteurs de projets qui veulent lancer leur campagne le vendredi parce qu'ils sont persuadés que le week-end est le moment le plus propice aux contributions. Et du coup, on avait un peu tous cette intuition au bureau et puis il y a pas mal de temps, on a fait l'étude et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. C'est le lundi qu'on a le plus de contributions qui sont faites sur le site. Alors, je crois que c'est parce que les gens retournent au bureau et qu'ils ont davantage de temps. Le week-end, ils veulent profiter des leurs et puis bah, je les comprends. Donc, ce que ça veut dire, c'est que un lancement de campagne le lundi, ça peut être intéressant. Enfin, tout ça, c'est des petites choses, mais c'est que ça vaut le coup de travailler avec voilà, une plateforme qui a de l'expérience parce que du coup, le but, c'est d'aller dans ce genre de finesse d'analyse. Je vois juste deux petites questions qui viennent le nouveau label financement participatif de la croissance verte, absolument. Alors, c'est pas moi qui travaille dessus, mais Chloé, qui est au bureau un petit peu plus loin, travaille dessus. Et si vous souhaitez, je peux tout à fait vous mettre en contact ou en tout cas trouver des réponses par rapport à une question spécifique que vous pourriez avoir. Et les risques et les contraintes pour une campagne en fin d'année, alors pas du tout. Moi, à mon sens, au contraire, pour moi, il y a un moment très propice dans l'année au financement participatif, c'est démarrer sa campagne début novembre, donc c'est-à-dire bientôt, mais on a complètement le temps si vous déposez votre projet là, imaginons dans la semaine. Et ben, ce que ça veut dire, c'est que vous démarrez sur la première quinzaine de novembre et du coup vous finissez autour de Noël. Et du coup, ce qui est génial, c'est que vous pouvez proposer aux gens de choisir un cadeau de Noël qui change un peu de d'habitude et qui vient soutenir un projet qui vient soutenir le développement économique du territoire. Alors, en le disant, on est un peu moins sérieux, mais moi, je trouve que c'est super intéressant. Par rapport à la saisonnalité des campagnes, je dirais qu'à part le mois d'août, qu'on essaye dans la mesure de possible d'éviter, alors encore que notre plus grosse campagne jamais réalisée, elle avait eu lieu en mois d'août. Donc, encore une fois, c'était 140 000 euros en don contre don pour une coopérative laitière dans le Pays Basque. Et c'était surtout le mois d'août. Mais en principe, nous, on essaye plutôt d'éviter le mois d'août. Et on trouve que les campagnes qui se terminent autour de Noël, bah, elles sont super faciles parce qu'elles donnent un prétexte pour écrire aux gens qui est quand même vachement plus facile que de dire juste bah, aidez mon projet. Là, c'est et si vous choisissiez un cadeau de Noël original pour changer au hasard.
Donc moi, je vous recommande d'essayer justement de profiter de ce contexte. Alors, exemple de campagne. On va aller sur des exemples comme ça, ce sera plus parlant. Euh, En don contre don, eh ben, je vous en parlais tout à l'heure, la coopérative laitière du Pays Basque. Donc ça, c'est le projet qui a fait la plus grosse campagne sur notre plateforme en don contre don. Et comme vous pouvez le voir, je parle souvent de montants plutôt en dessous de 10 000 euros, mais on peut aller vraiment bien au-delà. Après, nous, notre but, c'est d'assurer au maximum la réussite de votre campagne. Donc, on préfère toujours être prudent. Je pense que vous l'aurez compris. Mais ne retenez surtout pas qu'on ne peut pas faire mieux, parce que je vous assure que selon la discussion que vous aurez, je suis sûre qu'on pourra. Donc Francine, c'était un projet d'épicerie exotique à Besançon, si je me souviens bien, et donc un projet qui a fonctionné. Projet de microbrasserie artisanale, alors ça, on a eu une grosse vague de projets de microbrasserie qui ont tous super bien fonctionné. Comme vous le voyez, ne serait-ce qu'avec les 4 photos, on est sur des projets plaisir, tout donne envie. Enfin, moi, les 4, j'ai envie de prendre des contreparties. Donc c'est vraiment, si je peux vous faire retenir quelque chose, c'est vraiment ça. Le dernier point, c'est Parc Aquaplouf. Ça, c'était un super projet loisir. Alors, je pense au projet médiéval dont on parlait tout à l'heure. Mais voilà, ça donne super envie. Donc, ça avait très bien fonctionné. Sur des projets de bien-être, on s'en parlait tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, c'était tout à fait éligible. Donc là, je vous montre un certain nombre de campagnes qui avaient bien fonctionné. Sur le projet mode et design, ça peut tout à fait marcher aussi. Et comme vous le voyez, ce qui est intéressant en fait, c'est que les campagnes, les collectes se clôturent assez rarement à 100% pile. Je sais que les gens se disent souvent, ah, mais si je mets un objectif à 3000, mais que mon deuxième palier est 4000, j'arriverai jamais à atteindre 125%. La preuve que si, ça peut vraiment arriver, parce que moi-même j'étais étonnée. Je pensais qu'en fait les gens, une fois que la jauge était terminée, ils contribuaient. Or, on le voit, on a beaucoup plus de campagnes. Enfin, les campagnes terminent en moyenne à 123%, je crois, sur la plateforme. Et on a très peu de campagnes qui terminent à 100% tout court. Donc, voilà, point intéressant. Et puis dans la famille agricole, on avait eu donc ce projet de serre dont je vous avais parlé, les légumes dorés qui était un très gros projet, 22 000 euros. Donc là-dessus, c'était pour une exploitation en bio dans le secteur de Toulon. Et pour le coup, on avait fait des contreparties sympas puisqu'il avait comme partenaire un restaurant pas loin qui fournissait. Du coup, il y avait des menus dans le restaurant, des légumes directement, etc. C'est très important pour les contreparties de penser partenaire. On a eu par exemple une association qui a fait une campagne pour refaire le clocher de l'église d'un village. Et alors pour le coup, en fait, ils avaient proposé dans les contreparties des forfaits de ski dans la station de ski pas loin, parce qu'en fait, la station de ski, avait offert ces forfaits de ski à l'association dans le cadre de la campagne. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez aussi tout à fait aller chercher des contreparties beaucoup plus larges que juste, ben, moi, je fais des crêpes, donc j'ai des crêpes. J'en sais rien, c'est pour une raison ou pour une autre, votre sœur fait des fleurs juste à côté, ben, peut-être que ça peut être intéressant. Enfin, voilà. Après, souvent, on a de quoi faire avec son projet, donc en termes de cohérence, c'est un peu plus simple entre guillemets. Mais si jamais ça coince, vous inquiétez pas, on peut aussi aller chercher un petit peu plus large. Le but, c'est que les gens soient contents de ce qu'ils récupèrent en échange de leur soutien financier. Voilà pour les exemples. Si on passe rapidement sur l'investissement participatif, alors c'était pas tout à fait l'objet d'aujourd'hui, mais simplement on aura l'occasion d'en reparler si vous aviez besoin. Mais ce que vous pouvez simplement retenir, c'est que l'objectif là, il est beaucoup plus financier. Donc nous, sur la plateforme, on lève entre 30 000 et 2,5 millions d'euros sur des projets en investissement participatif. La plupart du temps, aux alentours de 125 000 euros. Et donc le but en fait de ces levées de fonds, elles ont pour but de faire levier pour obtenir un prêt bancaire qui souvent n'est pas accordé parce qu'il n'y a pas assez de fonds propres. Et puis derrière, évidemment, le but c'est de communiquer. Nous, notre façon de faire de l'investissement participatif, c'est qu'on veut proposer aux gens d'être, en fait, de donner du sens à leur épargne. Donc, plutôt que de laisser leur argent à la banque, de le confier à des chefs d'entreprise dont ils connaissent les projets et auxquels ils font confiance, qui seraient situés sur leur territoire. Donc voilà, ça c'est plus pour que vous compreniez un peu qui on est, mais si jamais ça vous pourrez tout à fait me contacter. Et là, je vous mettrai
en contact plutôt avec Gaëtan ou Valentin qui travaillent sur les projets plus en investissement participatif. Alors du coup, ce qu'on vous propose avec Austin, c'est de se lancer sur le financement participatif. Enfin, en tout cas, on serait ravis de vous accompagner. Et donc du coup, si jamais vous voulez continuer d'en savoir un peu plus sur le financement participatif et puis sur peut-être notre plateforme, eh ben n'hésitez pas. Vous avez alors déjà des coachs à votre écoute. Donc ça veut dire que si jamais vous déposez votre projet sur la plateforme, donc la plateforme, vous avez juste à taper Tudigo. TUDIGO, et ben vous déposez votre projet et vous aurez accès à un rendez-vous téléphonique. Si jamais vous déposez votre projet, petit point important, si vous êtes accompagné par un conseiller de l'ADI, c'est très important que vous puissiez le mentionner. On vous demandera l'email de votre conseiller. Parce que nous, en fait, ce sont des projets qu'on reçoit dans une boîte aux lettres spécifique qui est celle, en fait, où on reçoit tous les projets de nos partenaires. Pour nous, c'est très important parce que ça veut dire que c'est des projets qui sont qualifiés et donc du coup qu'ils nous viennent par un biais qui est identifié entre guillemets et ça fait la différence par rapport à des projets qui nous trouvent sur Internet qui sont la plupart du temps beaucoup moins solides et donc du coup c'est très important de le mentionner. Si jamais vous n'étiez pas accompagné par un conseiller de l'ADI, je ne sais pas si ça peut être le cas aussi, mais si jamais c'était le cas, le mail de votre conseiller, soit vous pouvez mettre celui d'Ossine si vous le connaissez, soit vous mettez le mien, ce qui nous permettra à la responsable du pôle projet de savoir que vous avez été en contact avec quelqu'un de l'équipe. Donc ça lui permettra de valider le projet et de savoir que vous êtes quand même déjà au courant de pas mal de choses. Parce qu'on fait vraiment un distinguo entre les gens qui nous trouvent tout seuls, entre guillemets, mais qui n'ont jamais eu d'échange avec nous, et ceux qui ont rencontré soit un conseiller de l'ADI, soit une personne de l'équipe. Alors, juste après, je vais répondre aux questions. Ce que vous avez également, c'est plein de vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous explique qu'est-ce que le financement participatif. Alors, je pense que là, c'était mieux en 1 heure qu'en 2 minutes, mais vous pouvez regarder, comprendre l'investissement participatif. Et puis, il y a pas mal d'autres choses si vous le souhaitez. Voilà, donc finalement, écoutez, pour pouvoir échanger avec un coach et en tout cas nous parler de votre projet plus en détail, c'est ici que ça se passe. Et du coup, voilà, vous pouvez mettre l'adresse mail d'Ossine, je pense que c'est même le mieux. Et comme ça, nous, on vous recontacte au plus vite. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que, Ossine, tu veux conclure? Merci Alice. Du coup, c'est le temps pour moi de reconnecter mon micro. J'ai dû être silencieux pour éviter les échos. Donc merci pour toutes les informations en tout cas que tu nous as communiquées, qui étaient vraiment très très riches. Et je pense que ça a été le cas pour les participants. Je vous propose de prendre les questions par la suite. Je vais juste terminer juste sur deux trois petites slides très rapidement pour vous préciser qu'en fait cette webconférence sur le financement participatif s'inscrit de manière plus large sur un événement national au niveau de l'ADI qui s'appelle les rendez-vous de l'ADI. En fait, l'ADI a 3 événements phares tout au long de l'année, en février, en juin et en octobre, pour sensibiliser à la création d'entreprises. Et donc, on intervient sur ce genre de webconférence ou bien sur des ateliers en région, près de chez vous, avec nos partenaires justement pour sensibiliser sur les différents points de la création d'entreprise. Donc par exemple pour demain, on a une webconférence sur les statuts juridiques et spécifiquement sur les sociétés, donc les SAS, les SARL, les SASU ou les EURL. C'est des statuts juridiques qui reviennent très souvent nous à l'ADI auprès des personnes qu'on finance et en termes d'intérêt. Donc ça c'est pour demain à 10h30. Et donc demain à 14h30, pour ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur dans le statut juridique de la micro-entreprise, vous aurez une webconférence spécifique sur la micro-entreprise. Pour celles et ceux qui souhaiteraient assister à des ateliers près de chez eux, je vous mets sur le chat un lien qui renvoie vers tous les événements qui sont organisés par l'ADI tout au long de cette semaine. Donc cette semaine des rendez-vous de l'ADI, il suffira tout simplement d'aller sur ce site, de taper votre code postal et vous pourrez voir directement les événements qui sont près de chez vous. Principalement en général, ça a lieu soit chez des créateurs, donc ça peut être très sympa, des créateurs financés par l'ADI, ou bien dans des agences de l'ADI, ou bien dans des structures telles que Pôle emploi ou chez d'autres partenaires.
Donc voilà un petit peu ce qu'il en est de ces événements à venir. Pour info également, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ADI, c'est près de 120 antennes et 380 lieux de permanence. Donc on peut vous recevoir un peu partout chez vous. Donc vous pouvez tout simplement aller sur le site adiconnect.fr. Je vais vous le mettre également dans la liste du chat, où vous pourrez remplir une simulation pour ceux qui le souhaitent, pour pouvoir également rencontrer votre conseiller ADI. Donc à l'ADI, on a également développé une série de 9 vidéos de e-learning qui revient sur les différentes étapes de la création d'entreprise et qui vous permet aussi de structurer davantage votre projet. Et ça peut être aussi très intéressant à compléter dans le cadre d'une demande de financement participatif avec Pudigo, par exemple. Donc, je vous mets le lien justement à la fois de ce site adiconnect.fr où vous pourrez retrouver le simulateur et en même temps le lien qui ramène vers ces 9 vidéos que vous pourrez trouver. Et puis, donc, dernière chose, moi, j'aime beaucoup les vidéos et je m'en appuie beaucoup. Donc, on a aussi développé une série de petites vidéos sur notre chaîne YouTube que vous pourrez trouver facilement, qui s'appellent les vidéos Jacadi et qui reviennent pour le coup sur des points très pratiques et très techniques de la création d'entreprise. Donc, on a par exemple sur la micro-entreprise, comment ça fonctionne, comment aujourd'hui, si je suis bénéficiaire du RSA, je peux créer aujourd'hui mon entreprise ou pas. Voilà, donc différentes questions très très précises et assez rigolotes. Vous pourrez le voir assez facilement sur notre chaîne YouTube. Et donc, on va lancer très prochainement une vidéo sur le financement participatif. Donc, restez connectés en tout cas sur la chaîne YouTube. Donc merci à tous pour votre attention. Je vous propose maintenant de passer à la petite série de questions-réponses. Je vois que Julie, par exemple, a posé pas mal de questions que j'ai notées tout au long de la présentation. Alors ça, c'était principalement des questions pour toi, Alice. Du coup, donc il y avait par exemple, quelle est la différence entre la souscription et la contrepartie? Je ne sais pas si Julie, vous pourriez peut-être expliciter davantage ou si Alice, tu peux répondre à cela. J'ai listé différentes questions. Hein. Du coup, il y a aussi quelle différence aujourd'hui entre le mécénat et le financement participatif. La question sur le statut juridique. Une par une. Bah, si tu veux, je te laisse y répondre tranquillement, ouais. Simple. Alors, du coup, la première, pardon, c'était la différence entre souscription et contribution, non? Et contrepartie. Et contrepartie. Alors, je ne sais pas très bien ce que vous entendez par souscription. Nous, c'est pas trop un terme qu'on emploie, ou alors on l'emploie sur le côté investissement participatif, pardon. Donc, en gros, on souscrit à des actions ou à des obligations. Sur la partie don contre don, on ne parle pas du tout de souscription. On parle en fait de contribution. Donc, contribution, c'est en fait la somme que vous allez donner au projet, en échange de quoi vous recevez soit des contreparties, soit des récompenses. Enfin, tout ça, c'est des synonymes, des cadeaux, etc. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment, mais je pense que souscription, c'est pas vraiment un mot qu'on utilise. Ok. Je ne sais pas si Julie, ça répond à votre question. Si Julie est toujours là. Si Julie, vous voulez préciser la question, il n'y a pas de souci, on la lira au fil de l'eau. Après, il y avait une question sur la différence entre mécénat et financement participatif, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, alors pour moi, le mécénat, c'est plus, c'est par exemple ce que fait le musée du Louvre quand il s'adresse à des entreprises comme, je sais pas moi, L'Oréal, Danone, qui donnent des sommes d'argent beaucoup plus importantes pour la restauration du musée ou d'œuvres d'art. Là où nous, ça peut se prêter un peu à du mécénat, c'est sur un projet comme Aquilon. Alors de tête, alors bougez pas, je vais essayer de vous retrouver le projet. Sur un projet comme Aquilon, par exemple, il me semble qu'on commence à s'approcher du mécénat, c'est-à-dire que notre partie, elles avaient vraiment pour but, vous allez voir, je vais vous envoyer ça dans une seconde. Voilà. Alors, ça va peut-être pas être très clair pour vous parce que notre site s'appelle Tudigo, mais notre ancien nom est Bolbington et on est encore sur les problèmes de redirection. Mais vous inquiétez pas, tout mène à Rome, entre guillemets, donc les deux, vous trouverez. Mais c'est pour ça que vous ne voyez pas Tudigo. Mais en tout cas, là-dessus, ce projet, pour moi, il était complètement
orienté patrimoine. C'est juste que le patrimoine, donc mécénat, c'est juste que le mot mécénat, on l'utilise moins parce que pour moi, il est plus lié à des entreprises ou à des particuliers qui financent à hauteur de très très gros montants. Donc nous, on peut faire des choses qui ressemblent à du mécénat, mais sur des montants moins importants. Euh, voilà. Les autres questions. Alors, on a par exemple, on avait une question sur les statuts juridiques. Est-ce qu'aujourd'hui, si je suis un particulier, je peux soumettre une demande de financement participatif auprès de Tudigo ou Absolument. pas? Alors aujourd'hui, nous, on propose, il y a 4 statuts possibles pour faire une campagne de financement participatif sur la plateforme en don contre don. En don contre don, on peut être soit une entreprise, si les statuts ont été créés, soit un particulier, si les statuts n'ont pas encore été créés, soit on peut être auto-entrepreneur, soit on peut être une association. Donc il y a 4 statuts. En fonction de ces statuts, les pièces justificatives que vous aurez à fournir ne seront pas les mêmes. Donc ça, c'est votre coach qui vous expliquera. Mais pour qu'on puisse vous virer les fonds à l'issue de la campagne, selon comment vous vous êtes enregistré, il y a des pièces différentes. Bon, souvent, c'est la carte d'identité, mais s'il y a une association pour les statuts, enfin, je ne sais plus très bien, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ok. On avait également Valentin qui posait la question sur la différence entre Tudigo et les autres plateformes. Donc, quel est Ah l'avantage oui, de d'accord. votre plateforme par rapport aux autres? Tout à fait. Alors du coup, pour Valentin et puis pour tout le monde, le principal avantage que j'y vois et qui nous est remonté par nos partenaires ou par les porteurs de projets, c'est vraiment l'accompagnement par les coachs. C'est vrai que la semaine dernière, quand j'étais à Cherbourg, il y avait une personne qui témoignait et qui disait que pour lui, c'était vraiment ça qui avait fait la différence. J'étais à Beauvais il n'y a pas très longtemps aussi et il y avait j'ai rencontré une femme qui avait fait une campagne pour sa librairie. Et elle me disait clairement, c'est une femme très timide, assez introvertie, qui m'a dit, mais moi, sans l'aide du coach, j'y serais jamais allée. Enfin, ça me paraissait trop. J'osais pas raconter mon histoire devant tout le monde. J'étais pas à l'aise et c'est vraiment le coach qui m'a aidé là-dessus. Donc moi, je pense que la présence des coachs, c'est vraiment la plus grosse différence. C'est que c'est la seule plateforme, enfin, en tout cas de l'étude qu'on fait, mais vous avez des plateformes qui vont vous proposer des coachs un peu en digital, mais là, vous avez vraiment quelqu'un, vous allez toujours finir par vous tutoyer, je le sais parce que je les entends toute la journée. C'est vraiment des relations que vous allez nouer et je peux vous dire que vous serez, vous comme votre coach, aussi concerné par la réussite de la campagne. Et voilà, pour la petite histoire, on avait eu un porteur de projet à Saint-Martin, donc dans les îles, qui avait fait une super campagne pour une auberge de jeunesse. Et à la fin, il nous avait écrit un mail à toute l'équipe pour savoir si on avait un kit anti-coup de blues post-campagne parce que son coach lui manquait, l'équipe lui manquait. Donc voilà, c'est pour montrer un peu la teneur du lien. Après, un autre avantage avec la plateforme, c'est le fait qu'on est très orienté sur la proximité. Donc les autres plateformes, elles vont vous encourager à communiquer via les réseaux sociaux. Nous, on va beaucoup aussi vous encourager à communiquer via la presse quotidienne régionale, via tout simplement une affichette sur votre local s'il est en travaux. Nous, on est très poussé sur faire savoir aux gens qui sont proches de votre projet que vous faites ce projet. Et donc ça, je pense que c'est une force de la forme. Et puis ensuite, du coup, une grosse force qui va avec tout ça, c'est le taux de succès des campagnes qui est très élevé par rapport aux autres, si vous allez voir, et qui est justifié par le fait que vous avez un coach. Et donc, évidemment, c'est vraiment le coach qui décide avec vous du meilleur moment pour lancer votre projet. Et c'est pour ça que vous devez lui faire confiance. Alors, je sais que parfois, c'est un peu frustrant. Les coachs, vous avez envie de vous lancer et le coach vous dit non, mais là, il faut encore travailler un peu ça. Mais faites confiance, c'est vraiment, il fait ça pour votre bien, c'est promis. Donc, faites confiance. Je vois une question, peut-on faire partie d'une coopérative pour faire une campagne? Absolument. Absolument, la coopérative laitière, c'était une coopérative. On a fait un projet pour la coopérative La Fromagerie du Pays Motais. C'était un projet. Alors, autre chose que je n'ai pas dit, on peut aussi faire une campagne soit simultanément en don contre don et en investissement participatif, soit en 2 temps. C'est ce qu'on avait fait pour cette fromagerie du Pays Motais. On a d'abord fait une campagne sur du don contre don et ensuite, dans un deuxième temps, on est allé lever des fonds. Et donc, du coup, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. Très bien. On avait aussi une question sur la possibilité ou non de prévoir le coût des contreparties dans, Oui, voilà, très dans important. la campagne.
Complètement. Alors ça, on va vous encourager à le faire. Il faudrait que je puisse vous montrer un exemple de. Je réfléchis à quelle campagne récemment l'a fait, mais en fait, souvent, ce qu'il y a, c'est que sur les pages projets, si vous prenez un peu le temps d'aller regarder, vous verrez que à la fin, il y a certaines pages projets sur lesquelles ils font un camembert, et donc du coup, ils disent que justement, ils vont chercher 5 000 euros et dans les 5 000, il y a 8% commission de la plateforme et du prestataire bancaire. Il y a par exemple 30% le coût de revient des contreparties. Et du coup, le reste, c'est pour acheter le fameux four à pain qui fait l'objet de la campagne. Alors, sachez par rapport à ça deux trucs très importants. Le premier, c'est que vous allez avoir 25 et 30% des gens, enfin nous, c'est la statistique qu'on a, qui vont participer à votre campagne sans sélectionner de contrepartie, donc qui pour le coup vont faire du don pur et dur. Et donc, ça veut dire que vous allez anticiper qui va prendre des contreparties, donc vous allez a priori penser qu'il y aura un coût de revient, mais là-dessus, il n'y en aura pas. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi au moins 20% des gens qui choisissent des contreparties, mais qui ne viennent pas les chercher. Ou le jour où ils reviennent, ils décident de vous payer parce qu'ils trouvent ça trop sympa de vous avoir donné un coup de pouce. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous, on vous encourage à être prudent, il n'y a pas de souci, etc. Mais sachez que très souvent, en fait, financièrement, ça va être mieux que ce que vous aviez anticipé. Mais bon, on préfère prévoir au mieux. Donc, en effet, on prévoit le coût des contreparties, ça c'est sûr, pas de souci. Très bien. Eh bien, merci Alice. Je crois que j'ai oublié personne. Du coup, si j'en ai oublié, n'hésitez pas à vous manifester en tout cas. Je pense que du coup, on arrive à la fin de cette webconférence. Merci beaucoup encore une fois Alice pour tous ces éléments. Avec plaisir. Qui, qui était vraiment très riche et pour toute ton expérience avec, enfin, tu t'es appuyé, tu as illustré aussi cette webconférence avec beaucoup d'exemples. Et je pense que c'est aussi un élément qui est très parlant pour tous les porteurs de projets. Donc, je vous souhaite à tous bon courage. N'hésitez pas à solliciter donc Alice par la suite. Je vous ai laissé donc la dernière page. Ah, Alors, de deux liens, est-ce que vous pouvez me rappeler lesquels? Parce que ça y est, j'ai oublié. Je vais vous mettre, dans tous les cas, je vais vous mettre le lien pour déposer votre projet. Alors, ne bougez pas. Euh, tac. J'arrive tout de suite. Je vais mettre se financer. Là, vous pouvez. ah oui, effectivement, c'était le projet des Sabales. Ah oui, ça balle, absolument. Des Sabales. Ok, alors le premier, c'est pour pouvoir déposer votre projet et vous choisissez si vous voulez le don contre don ou l'investissement actif. Et donc le deuxième lien, ça balle, ne bougez pas, je vous le trouve tout de suite. Euh, et tant qu'on y est, j'aimerais bien vous en trouver un ou deux d'autres qui sont très sympas. Ah, je vais vous en trouver un autre super. Un projet à Bordeaux, ne bougez pas. Tac, je vous ai mis au moins deux super pages projet. J'essaye de réfléchir si j'en ai d'autres, mais je suis sûre que j'en ai plein d'autres. Je vais juste aller regarder si je pense à une. Tac, tac, tac. Je regarde un peu dans ce qu'il y a en cours parce que je les connais quand même. En tout cas, du coup, n'hésitez pas, chacun d'entre vous, aller sur le site, justement, tudigo.co, pour pouvoir justement aller voir les différentes pages projets et vous inspirer surtout, je pense, des contreparties. Visiblement, je pense que s'il y a peut-être une des choses à retenir, c'est l'importance des contreparties et la motivation des porteurs de projets pour la réussite d'une campagne de financement participatif. Et c'est vrai, ce qui est intéressant avec Tudigo, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé d'en faire un partenaire national, c'est qu'effectivement, il y a un accompagnement qui est très sérieux et qui est poussé avec chacun des coachs. Donc voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a poussé sur un partenariat national entre l'ADI et Tudigo.
Absolument. Et je vois qu'il y a Julie qui a précisé sa question au modèle, par exemple, de la Fondation du patrimoine pour la restauration du patrimoine. Alors, je pense que si je comprends bien, il y a effectivement un truc dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que si vous êtes une association d'intérêt collectif et que vous êtes habilité à émettre des reçus fiscaux, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez faire via le financement participatif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer, donc là c'était le cas pour le Clocher des Neiges, les gens participaient et du coup, je crois que s'ils mettaient 100 euros, ça leur coûtait, ils pouvaient récupérer 66% en déduction fiscale. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut complètement faire. La chose c'est de s'assurer que l'association est bien habilitée à émettre des reçus fiscaux parce que ce n'est pas le cas de toutes les associations. Mais en principe, si c'est votre cas, vous le savez, donc vous le dites à votre coach et ça il n'y a pas de souci, c'est un élément super important pour la communication. Et oui, pour le mécénat, je suis d'accord avec vous, mais j'avais pas très bien compris la question, donc pas de souci. Tout à fait, mais moi, c'est vrai que je lis en même temps les. Mais pour moi, le mécénat, je le voyais plus comme. Euh, Enfin, oui, en effet, pour certaines campagnes. Après, c'est vrai que sur un projet, il y a des campagnes où pour moi, il y a moins cette notion de mécénat dans le sens où, par exemple, de la prévente d'un objet d'un objet, les potagers connectés en prévente. Là, par exemple, je vois moins le côté mécénat, mais c'est vrai que sur notre plateforme, ça y ressemble beaucoup puisqu'il y a cette notion de favoriser des projets qui ont un impact positif un peu plus au-delà du côté culturel. Voilà, je réfléchis si j'oublie des choses. Également, pendant que j'y pense, on a un blog sur lequel vous allez retrouver pas mal de témoignages de porteurs de projets. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc voilà, je vous envoie le lien si jamais vous pouvez y trouver des choses. Oui, je pense que c'est ce reçu fiscal-là, Julie, dont je parle. Après, je connais pas le détail parce que c'est plutôt l'équipe projet qui pourrait te dire ça plus précisément. Mais à mon avis, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est en gros, nous, ce qu'on dit, c'est si le projet est une association loi 1901 d'intérêt collectif ou quelque chose comme ça. Voilà. Ok, super. Bah écoutez, si j'ai répondu à toutes vos questions, c'est super. Qu'est-ce que je Ah oui, je sais ce que je voulais vous montrer. C'était juste le lien du petit reportage sur la boucherie. S'il y en a encore qui sont encore là, je vous l'envoie. Ça vous permettra de. Tac. Eh Bon, bien, et ben parfait, en du tout cas, coup. j'ai hâte de découvrir tous vos projets et surtout précisez bien, soit avec, je pense que le mieux c'est de mettre l'adresse mail d'Ossine, comme ça on pourra bien savoir et puis vous direz à votre coach que c'est via la conférence et comme ça moi je suivrai d'une oreille l'avancée de vos projets. Eh ben, bon courage encore à toutes et à tous, et puis à très bientôt donc sur les prochaines webconférences, soit de Tudigo, soit de l'ADI. Et puis bon courage à vous en tout cas. Merci encore Alice. Ouais, Merci encore Alice. Au revoir. merci beaucoup pour votre temps et vos entrées. Au revoir. Au revoir. Au revoir.